Donc, la phobie en haine. Il y a une histoire en particulier qui me vient en tête. Je pense que je vais vous parler dans ce chapitre de la natalophobie, ou phobie de Noël. À l'origine, la période des fêtes est censée être un moment de joie, de convivialité et de magie. Mais encore une fois, pour certains, Noël est aussi synonyme d'angoisse et de stress, entre autres. Et nous allons donc suivre une nouvelle âme dans ses tourments, que je vais nommer Nathan. Et en fait, nous pouvons commencer son histoire sans attendre. Ce fut à la lueur d'un feu de cheminée, accompagné par le crépitement des braises, que Nathan ouvrit les yeux dans une pièce qui était joliment décorée de guirlandes, de couronnes de Noël et d'un joli sapin. Il avait beau ne plus avoir de souvenirs de son ancienne vie, il savait ce qu'était Noël, et en lui se mélangeait une sensation entre l'éblouissement et l'appréhension. Ce qu'il ne comprenait pas d'ailleurs. Noël, c'est la magie, le bonheur. Pourquoi se sentait-il en partie angoissé à la vue de ces décorations? Alors, enfin réveillé, hein? La porte de la pièce venait de s'ouvrir sur un homme qui alla tranquillement s'installer sur un fauteuil en face de Nathan, qui n'en croyait pas ses yeux. Les habits rouges et blancs, la barbe et l'aura de bienveillance qui entourait l'homme qui venait de s'asseoir ne faisaient aucun doute sur son identité. C'était le Père Noël. Et c'était le vrai, pas juste un simple costume. Ça, Nathan en était convaincu. Mais là encore, les sentiments de celui-ci étaient partagés. Bien évidemment, il était abasourdi et émerveillé devant l'homme qui lui faisait face. Mais il ressentait au fond de lui un profond malaise, sans vraiment savoir pourquoi, encore une fois. De plus, il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas s'il devait attendre qu'on lui donne la parole, s'il pouvait laisser exploser le flot de questions qui emplissaient son esprit, ou juste se taire et écouter. J'imagine que tu te sens un peu perdu. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas. Aussi, je sens que tu as 1 million de questions à poser. Je vais nous faire gagner du temps. Oui, je suis bien le vrai Père Noël. Tu te trouves dans mon atelier. Et plus précisément, dans une salle réservée à mes invités. Maintenant, si tu as d'autres questions, je te laisse les poser. Nathan ne savait pas trop par quoi commencer. Il avait du mal à réaliser que ce qu'il vivait était bien réel. Il prit quelques secondes pour réfléchir, sous le regard calme et bienveillant du Père Noël qui patientait devant lui. Et finalement, il se décida à demander... Excusez-moi, Père Noël, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me retrouve dans votre atelier? Comme je te l'ai dit, cette pièce est réservée à mes invités. Vois-tu, le temps peut sembler long durant l'année quand je ne fais que travailler et quand je vois tout le temps les mêmes personnes. Mon quotidien se résume à faire tourner la fabrique de jouets et à les distribuer à Noël. Par conséquent, les seuls contacts que j'ai avec des êtres vivants, ce sont avec mes elfes et mes reines. Donc, pour briser un peu ma routine et ma solitude, j'invite de temps en temps d'anciens enfants d'une de mes listes en particulier, une fois qu'ils sont devenus adultes, pour prendre des nouvelles et avoir un peu de compagnie. Une de vos listes? La liste des enfants sages? Je suis un ancien enfant sage? Le Père Noël lui offrit un sourire chaleureux en lui répondant « Peut-être bien ». Nathan sentait la joie monter en lui, une joie qui surpassait son sentiment de malaise, mais il se demandait encore quelque chose. Excusez-moi, mais je n'ai aucun souvenir de qui je suis, où j'habite, ou autre chose. Est-ce qu'il m'est arrivé un accident? Non, c'est tout à fait normal. Ça arrive souvent quand j'invite quelqu'un. Le voyage peut être assez éprouvant. Et la personne peut avoir des problèmes de mémoire. Mais ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Tiens,
Regarde donc cette boule à neige. Elle devrait t'aider à retrouver tes esprits. Nathan, un peu perplexe, regardait attentivement la boule à neige. Elle ressemblait à une boule à neige tout à fait normale, même si son contenu rappelait vaguement quelque chose au jeune homme. À l'intérieur de la boule se trouvait une maison miniature, et plus Nathan la regardait, plus il se sentait bizarre. Puis d'un coup, il se sentit comme aspiré par la boule à neige. Quand il ouvrit les yeux, il était ailleurs. Il était dans un salon, aussi décoré pour Noël, même si ce n'était pas au niveau de la pièce où il se trouvait juste avant. Mais là, il se rendit compte de quelque chose. Il avait clairement peur, une peur qui lui prenait aux tripes. Il tremblait de tout son être, même s'il essayait de ne pas faire de bruit. Mais pourquoi il avait peur? Pourquoi il ne devait pas faire de bruit? Et pourquoi il se cachait sous le canapé? Soudain, tout lui revint à l'esprit. Il avait entendu un bruit qui l'avait réveillé. Pensant que c'était le Père Noël, il était descendu silencieusement et s'était caché sous le canapé, euphorique à l'idée de rencontrer le Père Noël. Même si bizarrement, les cadeaux étaient déjà posés sous le sapin. Peut-être que le Père Noël avait oublié quelque chose. Mais au bout d'un moment, il comprit que le bruit ne venait pas de la cheminée, mais de la porte d'entrée. Peut-être que le Père Noël ne passait pas par la cheminée au final. Peut-être qu'il passait par la porte comme tout le monde. Ou qu'il ne voulait tout simplement pas repasser par la cheminée. Au final, une fois la porte ouverte, il n'osait plus bouger. Les bruits de pas avançaient peu à peu vers le salon. Et une fois à l'origine de ces pas à portée de vue, on aurait bien dit le Père Noël. Mais il semblait plutôt maigre et son costume avait quelques taches. En plus de la barbe qui tenait à peine sur son visage. C'était clairement un faux. Et ce faux Père Noël avait empoigné un sac de toile, mais celui-ci semblait vide. Et visiblement, c'était pour une bonne raison, car il commençait à y mettre tous les cadeaux. Nathan avait envie de pleurer. Non seulement ce n'était pas le Père Noël en face de lui, mais en plus, on lui volait tous ses cadeaux. Sans pouvoir se contrôler, il lâcha un chouinement, ce qui alerta immédiatement le faux Père Noël, qui s'avança doucement en direction du bruit qu'il avait entendu. Et plus il s'avançait, plus Nathan avait envie d'appeler à l'aide et de pleurer de tout son être. Mais la peur le paralysait, une peur d'une puissance phénoménale. Cette peur qu'on ressent lorsqu'on est en face de quelque chose de plus grand et plus fort que nous. Ce sentiment d'impuissance qui nous force au mutisme et à l'inaction. De peur qu'au moindre geste brusque, la mort nous frappe en un éclair. Finalement, le faux Père Noël regarda sous le canapé, et bien évidemment, il vit le pauvre jeune garçon recroquevillé dans le noir. Ne pleure pas, mon petit. Sors de là. Je ne te ferai pas de mal. Nathan ne voulait pas sortir de là. Mais l'homme en face de lui avait enfoncé sa main sous le canapé et commençait à lui caresser doucement la tête. Tu peux arrêter de te cacher. C'est moi, le Père Noël. Je suis ton ami. Deux choix s'offraient au garçon. Rester sous le canapé au risque d'énerver le faux Père Noël, ou alors sortir en priant qu'il ne lui ferait pas de mal. Dans tous les cas, il se sentait en danger. Et peut-être qu'en jouant le jeu, il réussirait à ressortir en vie de cette histoire. Il essaya alors de retrouver un peu son calme et ressortit doucement du dessous du canapé. Une fois sorti, le faux Père Noël se mit face à lui. Et Nathan sentit des frissons lui parcourir tout le corps quand il vit le sourire qu'arborait l'homme qui lui faisait face. C'est alors qu'en un instant, le faux Père Noël se retrouva plaqué au sol, par nul autre que le père du garçon. Mais quelques instants plus tard, ce fut le faux Père Noël qui se releva, un couteau ensanglanté à la main. Et il prit la fuite en laissant son butin derrière lui. Le père de Nathan se vidait peu à peu de son sang, devant le jeune garçon tétanisé et impuissant face à ce spectacle. Puis alors que la mère de Nathan arrivait dans le salon, paniquée devant la scène dont elle était témoin, Nathan reprit conscience, de retour dans la pièce superbement décorée, où il s'était réveillé avant de visionner ce cauchemar.
Il respirait fort, comme pour reprendre son souffle. Puis, il regarda face à lui. Le Père Noël, le vrai cette fois-ci, le regardait calmement. « As-tu compris ce que tu as vu ?» Nathan n'arrivait pas à dire quoi que ce soit. Il était comme en état de choc. C'était toi, l'enfant. Cette nuit-là, tu as vécu des choses terribles. Des choses qui ont assombri ton âme par la peur et la rancœur. Te rappelles-tu de ce qui a suivi ? Nathan fit non de la tête, en essayant de reprendre son calme. Cet événement t'a traumatisé, si bien qu'à l'approche des fêtes de Noël, tu ne pouvais t'empêcher de ressentir une peur panique. Et bien sûr, à la vue d'un Père Noël, cette peur atteignait son paroxysme. Si bien qu'un jour, pour essayer de chasser cette peur, tu t'es mis à chasser tous les Pères Noël que tu voyais. À mesure que le Père Noël parlait, des flashs et des souvenirs se bousculaient dans la tête du jeune homme. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Je ne peux plus te laisser faire. Nathan, en entendant ces dernières paroles du Père Noël, sentait la peur monter en lui. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Oh, moi, rien. Après tout, je t'ai dit que tu faisais partie d'une de mes listes en particulier. Après, je n'ai jamais dit que tu faisais vraiment partie des enfants sages. Enfin, à une époque, tu l'as été. Mais maintenant, je dirais que c'est à quelqu'un d'autre de s'occuper de toi. Celui qui gère la liste des passages. Je suppose que tu connais Krampus. Il s'agit de mon alter ego. Mais ce que les gens ignorent, c'est que lui et moi formons les deux faces d'une même pièce. Moi, je m'occupe des enfants sages, et lui, des enfants au passage. Nathan commença à se lever tout doucement du canapé où il était assis. Mais soudain, un froid mordant se fit ressentir dans toute la pièce. Les flammes de la cheminée s'éteignirent, et quand le jeune homme posa son regard vers le Père Noël, celui-ci était en train de se tordre dans tous les sens. De longues cornes lui sortirent du crâne. Sa peau commençait à prendre une teinte très froide. Son pantalon et son haut se déchirèrent pour laisser place à des sabots de bouc et des chaînes s'enroulant autour de lui. Ne restant plus de l'ancien Père Noël que le manteau rouge et blanc. Pour le reste, il n'avait plus rien du vieux bonhomme à l'apparence bienveillante. Il ne restait plus qu'une bête, à l'aura aussi malveillante que glaciale. Et c'est alors que Nathan voulut prendre la fuite qu'il se rendit compte que ses jambes étaient complètement gelées. Il ne pouvait plus bouger. Et à mesure que la créature avançait, la glace envahissait peu à peu chaque partie de son corps. Tu as été très vilain. Et il est maintenant temps de payer la note. Toutes ces pauvres âmes que tu as arrachées à ce monde pour ta satisfaction personnelle. Tu seras prisonnier de la glace à tout jamais. Et c'est dans un dernier souffle glacial de la créature, dont le visage n'était qu'à quelques centimètres de celui de Nathan, que celui-ci fut emprisonné dans la glace, rejoignant alors toutes les autres âmes brisées. Au moins, la glace avait fondu quand je suis parti récupérer son corps. En tout cas, cela m'a toujours surpris de voir toutes ces choses qui sont censées être positives, comme les plantes, les clowns, les médecins, les jeux ou bien Noël, devenir des choses négatives. Je me demande bien pourquoi. Enfin,
Un nouveau chapitre de terminé et un nouveau que je vais devoir commencer. Non pas que je me lasse de rédiger mon journal, mais ça fait bizarre. Tout ce temps où je n'ai pas eu à vivre un nouveau cauchemar à travers quelqu'un et de ne plus avoir à sortir de ma cellule, après tout, c'est une routine que j'ai vécue durant je ne sais combien de temps. Bon, quitte à réfléchir, autant que ce soit sur quelque chose d'utile. Comme le prochain chapitre. Une peur en haut, je crois. Réfléchissons donc à ça. Dans ce chapitre, nous allons aborder un difficile et vaste sujet. L'occulte. Il s'agit des arts cachés de la nature et des esprits, entre autres, pour résumer. Et la peur que nous allons découvrir dans ce chapitre se nomme l'occultophobie, ce qui signifie, comme vous vous en doutez, la peur de l'occulte. Mais nous allons nous concentrer plus particulièrement sur une des formes d'art occulte, le vaudouisme. À la fois une religion, à la fois un art, et surtout ce qui fut l'origine des tourments de notre âme en peine du jour, que je vais baptiser Octave. Aussi, je pense qu'il est temps de commencer son histoire avant que je ne commence à digresser. En ouvrant les yeux, Octave vit qu'il était allongé dans un lit, dans une jolie chambre. Il se redressa pour mieux observer l'endroit où il venait de se réveiller, quand il entendit un bruit. On aurait dit comme une exclamation. Il regarda dans la direction d'où venait le son, et devant la porte de la chambre se trouvait une domestique, au vu de la tenue que portait cette personne. Elle semblait surprise, voire choquée, en regardant Octave. Mais celui-ci n'eut pas le temps de lui demander quoi que ce soit, qu'elle partit en toute hâte de la pièce. Le jeune homme était un peu perplexe. Avait-il fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Mais en fait, qui était-il? Pendant que les questions identitaires habituelles fusaient dans sa tête, une autre personne venait d'entrer dans la pièce précipitamment et avait pris Octave dans ses bras. Et évidemment, il ne comprenait pas ce qui se passait. Qui était cette personne? Et en regardant vers la porte, il vit que la domestique était revenue, avec d'autres domestiques. Mais cette fois, au lieu de l'expression de surprise, on pouvait lire de la joie sur leur visage. Certains même avaient les larmes aux yeux. Quand la personne qui serrait Octave se décida à le libérer de son étreinte, il s'aperçut que c'était un homme. Il semblait assez jeune, et bien mieux habillé que les domestiques. Donc il devait être un des résidents de cet endroit. Quel bonheur de te revoir éveillé. J'ai bien cru que je t'avais perdu toi aussi. Ça va? Comment tu te sens? Bien, merci. Mais excusez-moi. Qui êtes-vous? Suite à cette question, l'expression de toutes les personnes présentes dans la pièce fut marquée à nouveau par la stupeur. Tu ne te rappelles plus de qui je suis? Octave fit non de la tête, et juste après, le regard de l'homme qui lui faisait face fut empli d'une intense colère. Puis il se retourna et quitta la pièce en ordonnant « Préparez mon frère et ramenez-moi le prisonnier dans le hall d'entrée. Je vais avoir une petite discussion avec ce sauvage. » Frère, prisonnier, sauvage, ces mots résonnaient dans la tête d'Octave, et lui rajoutaient de nouvelles questions en tête. Mais il commençait à s'inquiéter de ce qui l'attendait. Les domestiques aidèrent le jeune homme à s'habiller, malgré les protestations de celui-ci, disant qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Et quand il vit son visage dans le miroir, il se fit la réflexion qu'il ressemblait étrangement à l'autre homme qu'il avait étreint. Après tout, était-il peut-être frère jumeau, au final? Une fois préparé, un autre domestique le conduisit jusqu'au hall d'entrée. Et une fois arrivé en haut des escaliers du hall, il vit en contrebas l'homme qui l'avait étreint plus tôt. Et devant lui, 3 autres hommes. Les 3 étaient moins bien habillés, mais ne ressemblaient clairement pas à des domestiques. Surtout que l'un des 3, à la peau foncée, était à genoux, sur le sol, bâillonné, bien plus mal vêtu que les autres, et dans un sale état. Pendant que les 2 autres le tenaient par des chaînes et semblaient bien portants, à la limite,
l'un d'entre eux s'amusait à tirer sur les chaînes du malheureux. Te voilà. Mon frère, laisse-moi te présenter le responsable de tout le mal qui nous arrive. Celui qui se disait frère de notre cher Octave pointait du doigt l'homme à genoux et enchaîné. Qu'a-t-il fait? Te rappelles-tu de qui je suis? Et plus important, de qui tu es? Qui est notre famille? Octave fit à nouveau nom de la tête. Tu fais partie d'une lignée de nobles marchands. Cela fait des années que notre famille dirige cet endroit, et toi et moi, nous sommes les derniers descendants de cette famille. Nous vivions heureux ici avant l'arrivée de ce vicieux. Mais peu après son arrivée, ma femme, mes filles et certains de nos domestiques sont tombés dans un profond sommeil, dont ils ne se réveillent pas. C'est alors que je ne savais plus quoi faire, que toi, mon frère, tu m'as parlé des pratiques occultes du vaudou, dont certains originaires de ce pays pouvaient faire usage pour maudire les personnes qu'ils haïssaient. J'ai alors ordonné à nos hommes de trouver le sorcier qui avait jeté un sort à ma famille, et de torturer, ou même tuer tous ceux qui cacheraient ou auraient été complices. Et enfin, le malpropre que tu vois devant toi a fini par se dénoncer. Octave n'en croyait pas ce qu'il venait d'entendre. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un lui jetterait un sort, et encore moins à des enfants. Est-ce parce que c'était lui qui avait parlé à son frère des pratiques vaudou, qu'il était amnésique? Et les enfants, qu'avaient-ils fait, eux? La peur envahissait le jeune homme. Retirez-lui son bâillon. Je veux l'entendre me supplier de lui laisser la vie sauve. En entendant ces mots, Octave ne savait quoi faire. Il pouvait comprendre la colère de son prétendu frère, mais le malheureux en face d'eux semblait déjà avoir été rué de coups. Finalement, les deux hommes retirèrent le bâillon de celui à genoux. Si ce sont des excuses ou des supplications que vous voulez entendre, vous allez être déçus. Alors que le frère d'Octave semblait parti pour lui mettre un coup de pied, il fut stoppé par nul autre qu'Octave lui-même. Attends, mon frère, je voudrais savoir pourquoi il a fait ça, et savoir s'il pourrait lever la malédiction. D'accord, mais c'est bien parce que c'est toi. Merci. Alors, pourquoi vous avez maudit notre famille? Si vous n'aviez pas perdu la mémoire, je vous aurais demandé si vous êtes sérieux. Attention à ce que tu dis. N'oublie pas où est ta place. Oh ça, je ne risque pas de l'oublier. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que vous et votre famille maltraitez mon peuple. Vous nous avez réduits en esclavage et vous nous utilisez comme travailleurs dans vos champs, en nous traitant comme de la vermine. Alors que c'est nous qui travaillons et récoltons la marchandise qui vous permet de vivre dans le luxe. Ce que je vous ai fait, ce n'est qu'un juste retour des choses. Et plus vous vous acharnerez à nous faire du mal, pire ça sera pour vous. Libérez-nous tous et laissez-nous partir. C'est le seul moyen de ne pas aggraver les choses. Est-ce que vous laissez partir libérera ma famille de la malédiction? Non mais tu n'y penses pas. Il essaie de nous tromper. Qui nous dit qu'après être parti, la malédiction ne va pas empirer? Non, je devrais plutôt le tuer, ici et maintenant. Peut-être qu'en tuant celui qui a déclenché la malédiction, j'y mettrai fin. Je vous déconseille de faire ça. Vous risquez plus d'aggraver les choses qu'autre chose. Ce serait une grosse erreur. Ma seule erreur, c'est de t'avoir laissé en vie si longtemps. Vermine! Le frère sortit un pistolet et... Mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne l'as pas entendu quand il disait que ça allait empirer les choses? Un mensonge honteux pour qu'on lui laisse la vie sauve et qu'on libère les siens. Mais je ne suis pas dupe. Quelques secondes après, les deux hommes qui avaient tenu les chaînes du pauvre homme qui venait de rendre son dernier souffle s'écroulèrent et commencèrent à cracher du sang. Puis ce fut au tour des domestiques qui étaient sur les lieux. Les deux frères horrifiés ne savaient plus où donner de la tête. Et alors que l'un d'eux se demandait ce qui se passait en lâchant son arme au passage,
L'autre savait très bien ce qui se passait. La malédiction n'avait pas pris fin. Mon frère, que se passe-t-il? C'est toi l'expert en malédiction et autres légendes locales. Je ne sais pas. La malédiction semble avoir empiré après que tu aies tué l'homme qui en était à l'origine. Un peu comme il te l'avait dit. Foutaise. Quelqu'un d'autre doit avoir lancé la malédiction. Je le trouverai et je le tuerai. Je les tuerai tous. Alors que le frère d'Octave essayait de calmer les victimes de la malédiction, qui étaient alors pris de violents spasmes et que du sang semblait sortir de tous les orifices possibles, un cri déchirant se fit entendre du côté du frère. Et quand Octave regarda dans la direction du cri, il vit son frère en train de se faire attaquer par les domestiques qui commençaient à le mordre et à lui arracher des morceaux de chair. Le jeune homme s'éloigna d'un coup des personnes maudites, et il ne pouvait déjà plus rien faire pour son frère, qui semblait déjà enseveli sous un tas de domestiques tachés de sang. Ses cris déchirants résonnant dans toute la salle. Tout autour d'Octave, les maudits se relevaient lentement. Des gémissements et des grognements se faisaient entendre de tous les côtés, et les victimes de la malédiction semblaient dépourvues de vie. Leur regard était vide, et ils titubaient doucement vers Octave, qui était encerclé par une dizaine d'entre eux. Même ceux qui étaient sur son frère avaient rejoint le groupe. Octave n'osa même pas regarder du côté de là où se trouvait son frère, de peur de voir quelque chose d'ignoble. Et alors qu'il reculait d'un pas, il posa le pied sur quelque chose. C'était l'arme de son frère. Il le récupéra et pria pour qu'il reste au moins une balle. Et... le pistolet sur sa tempe, il avait appuyé sur la gâchette. Cette histoire fut un véritable carnage, même si, pour la plupart, c'étaient des pantins sans volonté que le village a utilisés pour donner plus de vie à ce cauchemar. Voir dans quel état ils ont fini, avant que je ne ramène tout ce bon monde dans leur cage, n'est jamais bien agréable. Et dire que même une fois brisées, ces pauvres âmes n'ont pas le droit à la paix. Enfin, en ce moment, vu qu'il n'y a pas de nouveaux venus au village, je pense qu'on peut considérer qu'elles sont en vacances. J'imagine qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je pense que je peux terminer ce chapitre là-dessus. Maintenant, le prochain chapitre. La lettre P, il me semble. Lors du chapitre sur la lettre E, je vous avais parlé de l'ectophobie, qu'on pouvait appeler aussi phasmophobie. Et je vous avais dit que je voulais garder la lettre P pour une autre histoire. En fait, le chapitre du jour portera sur la pédiophobie, autrement dit, la peur des poupées. Encore une fois, une chose en apparence innocente qui est détournée pour devenir effrayant. Et dans ce chapitre, la personne victime de cette phobie se prénommera... Pénélope. Oui, j'aime bien ce nom. Bon, ainsi, commençons son histoire. Le réveil de Pénélope se fit dans une chambre d'apparence banale à première vue. Les questions se bousculaient dans sa tête, et elle mit un moment avant de sortir du lit. Il n'y avait aucun bruit dans la maison, et au vu de la lueur qui émanait de la fenêtre, il faisait nuit. Donc les résidents devaient sûrement dormir. Aussi décida-t-elle de rester dans la chambre jusqu'au matin. En attendant, elle pouvait observer là où elle s'était réveillée, et au pire, il y avait des livres, donc si elle s'ennuyait, elle pouvait toujours lire. Après un tour de la pièce, en essayant de ne pas faire trop de bruit pendant qu'elle se baladait à droite à gauche pour ne pas réveiller ses hôtes, elle remarqua que tous les flacons de parfum dans sa chambre étaient vides, comme les tiroirs. Elle ne voulut pas fouiller davantage cependant pour ne pas faire trop de bruit. Et puis, se disait-elle, je n'aimerais pas non plus qu'une personne fouille dans mes affaires. Alors elle se mit à regarder les livres pour voir s'il y en avait un qui réveillerait son intérêt.
mais il n'y avait rien de marqué sur le dos de ceux-ci. Elle en prit un, et déjà elle fut surprise du poids de celui qu'elle avait pris. Il était relativement léger. Aussi, il n'y avait rien, ni titre, ni auteur, et quand elle se décida à l'ouvrir, vide. C'était un faux livre, en apparence très réaliste, mais il n'y avait pas de vraies pages. Et après avoir inspecté chaque livre de l'étagère, le constat était le même pour tous. C'était juste de la décoration, visiblement. Mais entre les livres, les tiroirs et les flacons de parfum, tous vides, elle commença à se poser de nouvelles questions. Aussi décida-t-elle d'enquêter. Et donc, de sortir de la chambre. Elle essaya tout de même de ne pas faire trop de bruit en sortant. Et déjà, bizarrement, la porte n'était pas fermée. Et surtout, elle n'avait pas de serrure, de loquet ou d'autres moyens de fermeture. Il suffisait simplement de pousser ou de tirer pour ouvrir la porte. L'endroit lui semblait de plus en plus étrange. Une fois sortie de la chambre, le couloir semblait vide. Et encore une fois, aucun bruit. Elle commença alors son avancée. Et alors qu'elle allait tourner dans l'angle du couloir, elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter. La fixant de ses yeux froids et sans expression, une poupée était posée sur un meuble, à l'angle du couloir. Pénélope se sentait observée par la poupée. Déjà, la surprise de la voir alors qu'elle allait tourner avait failli lui faire une crise cardiaque. Mais alors, le regard insistant de celle-ci ne faisait que mettre mal à l'aise la jeune femme. Néanmoins, Pénélope décida de faire abstraction et de continuer d'inspecter la maison. Mais où qu'elle aille, elle se sentait surveillée, car dans toutes les pièces où elle allait, un exemplaire de la poupée était posé quelque part, sur un meuble. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une deuxième chambre, où elle faillit faire une autre crise cardiaque. La poupée n'était pas simplement posée sur le meuble. Celle-ci était assise sur une chaise, et surtout, elle était de taille humaine. Pénélope ne voulut pas rentrer dans cette pièce, et referma immédiatement la porte. Elle respira un grand coup, et continua ses recherches. Mais elle se rendit vite compte qu'il n'y avait plus d'autres pièces. En tout, il y avait la chambre où elle s'était réveillée, le couloir, et la deuxième chambre où se trouvait la poupée géante, qui étaient tous à l'étage. Et enfin, il y avait un salon et un bureau. Il n'y avait ni cuisine, ni salle de bain, ni toilette. Et le pire, il n'y avait pas de porte d'entrée. Elle était coincée dans cette maison. À qui pouvait bien appartenir cette maison? Et comment je vais partir d'ici, pensait-elle. Soudain, alors qu'elle était dans le salon en plein questionnement, un bruit de grincement se fit entendre à l'étage. Au début, Pénélope croyait que son imagination lui jouait des tours. Mais les grincements se firent entendre à répétition. Elle alla alors en bas des escaliers et regarda vers le couloir à l'étage. Et là, elle fut littéralement tétanisée par ce qu'elle voyait. La poupée de taille humaine se tenait en haut des escaliers, debout, et la fixait du regard. Puis, après de longues secondes qui semblèrent durer une éternité, la poupée se mit à bouger. Comme un pantin désarticulé, elle descendit les escaliers de façon presque grotesque. Pénélope sortit alors de sa tétanie et prit la fuite sur le champ. Mais où fuir? Elle était coincée dans cette maison avec la chose. Elle se cacha dans le bureau en espérant que la poupée ne la trouverait pas, et elle attendit. Finalement, la poupée rentra dans la pièce, et de son pas lent commença directement à regarder dans la direction de là où Pénélope s'était cachée, puis se dirigea doucement vers elle. Pénélope ne voulait pas attendre de savoir si la poupée l'avait effectivement trouvée, et elle sortit de sa cachette, puis esquiva la poupée et continua sa fuite. Mais peu importe où elle essayait de se cacher, la poupée avait toujours l'air de savoir là où elle était. C'est alors qu'elle traversait le couloir à l'étage que Pénélope comprit comment la poupée géante la trouvait sans arrêt. La jeune femme regardait la petite poupée du couloir. Elle était sûre que les petites poupées la surveillaient et alertaient la grande. Elle prit alors la poupée dans ses mains et la jeta par terre aussi fort qu'elle put.
De la poupée en miettes se dégageait une odeur nauséabonde, et en y regardant mieux, un liquide foncé s'échappait des parties cassées. Mais Pénélope n'avait pas le temps de se poser des questions, car elle entendait les pas de la chose se rapprocher d'elle. La course-poursuite dura un moment. Pénélope esquivait la poupée géante, et quand elle en trouvait une petite, elle la brisait. Mais finalement, la fatigue rattrapa la jeune femme. Sa poursuivante bougeait certes lentement, mais semblait infatigable. Alors que Pénélope, elle, était à bout de souffle, et sentait ses jambes chanceler de fatigue. Mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner. Si la fuite ne menait à rien, elle passerait alors à l'attaque. Elle prit le premier objet qui pourrait lui servir d'arme en main, et alors que la chose qui était arrivée en face d'elle avançait lentement dans sa direction, elle chargea la poupée et abatta l'objet aussi fort qu'elle put sur le crâne de celle-ci. La poupée tomba sur le dos, et de son visage brisé s'échappait le même liquide nauséabond qui était dans les autres poupées. Alors que Pénélope reprenait son souffle, elle regarda plus attentivement le visage brisé. Et à mon avis, elle n'aurait jamais dû faire ça. Car elle fut prise d'une violente envie de vomir. Déjà que l'odeur se dégageant du visage en morceaux de la poupée était ignoble, voir ce qui se trouvait à l'intérieur de la dite poupée était encore pire. C'était un cadavre, et plus précisément un squelette. Le liquide foncé devait sûrement être le sang et la chair qui avaient putréfié à l'intérieur de la poupée. Puis alors que Pénélope essayait de réfréner son envie de vomir et de reprendre son calme, toute la maison se mit à trembler. Que pouvait-il encore bien se passer, pensait la jeune femme. Eh bien, la chose qui se passait était sûrement la pire. En effet, car la maison entière se sépara en deux et s'ouvrit sur une nouvelle poupée. Mais si l'autre semblait grande, avec sa taille humaine, celle-ci était titanesque. La poupée attrapa Pénélope, paniquée dans sa main, et la sortit de la maison. Soudain, en voyant la maison, Pénélope comprit ce qui se passait. Elle avait été enfermée dans une maison de poupée, et cette poupée gigantesque jouait avec elle. Pénélope regardait la poupée, terrifiée, et le visage de la géante restait impassible. Du moins, jusqu'à ce que sa bouche se craquelle et forme un grand sourire craquelé et ensanglanté. Mon Dieu. Ce qui suivit fut d'une violence comme j'en ai rarement vu. La poupée attrapa peu à peu les bras et les jambes de Pénélope pour les briser et puis les arracher sous les cris de souffrance de la jeune femme, qu'elle remplaça par d'autres membres, cette fois-ci en bois. Et elle continua l'opération en retirant tout ce qui lui semblait sûrement inutile pour le remplacer par des morceaux de poupée. Alors que Pénélope était encore consciente. Les souffrances de notre chère Pénélope prirent fin quand ses yeux lui firent ôter, et que je me réveillai avec de puissants frissons d'horreur pour tout ce que je venais de vivre à travers elle, et ce dont j'avais été témoin. Quand je suis parti chercher son corps, ce fut une poupée de taille humaine, dont du sang coulait par endroits que je trouva. Plus tard, quand je suis reparti voir son corps, il était néanmoins redevenu normal, si je puis dire. Vous savez dans quel état finissent les âmes brisées depuis le temps. N'empêche, c'est dans des moments comme ça que j'envierai presque les âmes brisées, qui, je l'espère, arrêtent de souffrir une fois leur âme anéantie. Car, pour ma part, j'étais obligé de subir et de voir les pires horreurs à travers d'autres personnes. Encore et encore. Et même perdre la raison ne m'a pas permis d'échapper à ces souffrances. Durant ma longue captivité, je suis passé par tellement d'états psychologiques. La folie,
l'apathie, le sadisme. Aujourd'hui, je dirais que je suis redevenu plutôt stable. En vérité, je pense que je n'ai jamais été aussi conscient de qui je suis et de ce que j'ai vécu. C'est sûrement l'une des raisons qui m'a poussé à écrire ce journal après tout ce temps enfermé. Enfin, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Passons à la suite. Eh bien, il y a des lettres vraiment pas évidentes pour trouver de vraies phobies existantes. Et pas des peurs de choses qui commencent par la lettre Q. Actuellement, la seule vraie phobie, commençant par la lettre Q que j'ai trouvée, est la quintophobie. Et non, ce n'est pas la peur du chiffre 5, mais la peur des quintes de tout. Après, il est vrai que récemment, il y a eu plus de cas de quintophobie, plus ou moins évolués, qui sont arrivés au village ces dernières années. Et je vais vous parler de l'une d'entre elles. Et dans cette histoire, nous suivrons donc Quentin. Mais avant, pour cette histoire, les choses sérieuses ont mis un peu de temps avant d'arriver. Et le cauchemar est devenu progressivement de pire en pire. Aussi, pour que l'histoire ne prenne pas une dizaine de pages, je vais me contenter d'en venir à l'essentiel, en résumant les passages les plus importants, je dirais. De fait, nous pouvons commencer. Le réveil de Quentin se fit dans une chambre d'appartement basique, comme dans la plupart des histoires de ce genre. Il semblait vivre seul. Je me permets de faire une parenthèse dans l'histoire, car j'ai une interrogation. Il y a autant de gens qui vivent seuls dans notre monde actuellement, ou est-ce que le village isole ses victimes pour se faciliter le travail? Enfin, je n'aurai sûrement jamais la réponse à cette question, mais après tout, ce journal sert aussi à extérioriser mes pensées. Enfin, continuons l'histoire de Quentin. Je vous passe bien évidemment la routine du jeune homme qui, comme d'autres âmes avant lui, a fini par ne plus se poser les questions habituelles grâce au formatage que le village leur fait subir pour remplacer les souvenirs retirés par d'autres. Du coup, cet appartement, ses habitudes, cette vie qu'il avait ici semblaient normales et habituelles pour Quentin. La seule chose qui différait des autres âmes qui ont vécu des événements semblables aux siens, c'était bien évidemment ce qui permettait de différencier toutes ces histoires. Sa phobie, bien évidemment. En effet, car Quentin souffrait donc de violentes quintes de toux qui pouvaient lui prendre n'importe quand. Et pour diverses raisons, un chat dans la gorge, s'il mangeait quelque chose de trop relevé, s'il avalait sa salive de travers, ou tout simplement des fois d'un coup, comme ça, sans vraiment de raison apparente. Et bien évidemment, il avait toute une panoplie d'objets qui lui permettaient d'atténuer ses crises. Un inhalateur, des médicaments ou même des bonbons à sucer, avec des goûts bien particuliers, du genre gingembre ou eucalyptus. Il ne sortait d'ailleurs jamais sans son attirail. Mais, bien sûr, Quentin redoutait plus que tout chacune de ces crises. Car déjà, ce n'est jamais agréable de s'étouffer. Mais en plus, certaines de ces crises étaient accompagnées de douleurs, un peu en dessous de la poitrine. Et le pire, c'était quand, à cause de ces crises, il vomissait son repas, du midi ou bien du soir. Aussi, certaines de ces crises étaient si violentes qu'il avait toujours peur de mourir en s'étouffant. Et à force de tousser, il était souvent pris de mal de gorge, et avait souvent la voix cassée. Autant dire que déjà ces quintes de toux lui pourrissaient bien la vie. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un virus qui empira les choses pour notre cher Quentin, notamment car l'un des signes de la contamination était une forte toux.
Déjà que sortir de chez lui était une épreuve des fois, de peur du regard de certaines personnes. Mais là, quand il sortait et qu'une crise lui prenait, le regard que les gens lui lançaient, c'était comme si c'était un pestiféré. Il n'y pouvait rien, lui. Il aimerait bien ne plus cracher ses poumons. En plus, il toussait comme ça bien avant que le virus arrive. Alors au lieu de lui lancer ses regards noirs, au lieu de le traiter comme un pestiféré, les gens devraient au moins faire comme si de rien n'était s'ils ne voulaient pas l'aider, pensait-il. Finalement, au bout d'un moment, Quentin arrêta de sortir de chez lui. Et ce même quand la quarantaine qui s'était installée lui permettait quelques sorties. Il n'en pouvait plus du regard des autres quand il commençait à tousser. Et plus le temps passait, plus ces crises le mettaient dans une colère noire. Il détestait sa toux. Il détestait son corps, qui ne voulait pas arrêter de le faire souffrir. Il se détestait lui-même pour ne pas pouvoir être capable de retenir ses crises. À tel point que des fois, il se mettait des coups par colère, comme si ça allait arrêter la toux. Même si ça n'a pas changé grand-chose. Mais en même temps, s'il essayait de se retenir de tousser, c'était pire. Entre la sensation de chatouille dans la gorge, la douleur à la poitrine et les larmes qui lui montaient aux yeux, il ne pouvait jamais se retenir bien longtemps avant de lâcher prise. Et pire était sa quinte de toux juste après qu'il se relâche. Imaginez un peu, quelque chose d'aussi anodin qu'une quinte de toux devenir un véritable cauchemar. Entre la gêne, la douleur, les vomissements, le regard des autres, et bien évidemment toutes les précautions à prendre pour éviter ou calmer ces crises, on pourrait dire que cette chose anodine dominait totalement son quotidien. Finalement, le temps n'arrangea pas les choses, car ce virus s'était définitivement installé dans la vie de la population, et Quentin n'osait toujours pas sortir de chez lui, sans compter que lui aussi avait peur d'attraper ce fichu virus. Avec sa santé déjà bancale, il avait peur de l'attraper plus facilement et d'en mourir. À vue de nez, je dirais que le cauchemar de Quentin a duré ce qui semblait être à peu près presque 2 ans. Rares sont les cauchemars qui ont duré si longtemps. Et donc, en plus de l'état du pauvre Quentin, je vous laisse imaginer le mien. Je commençais à avoir du mal à me discerner de lui, et à me dire que je n'étais pas lui. C'est comme si, petit à petit, je ne faisais plus qu'un avec lui, oubliant qui j'étais à la base. Mais finalement, vous vous doutez bien que ce lien a fini par être rompu. En effet, car la colère et la patience du jeune homme eurent atteint tous deux leurs limites, quand il fut pris d'une nouvelle crise qui semblait interminable, même au bout de plusieurs minutes, et qui ne faisait que s'empirer. Au bout d'un moment, il voulait juste que ça cesse, et il voulait juste défouler toute la colère emmagasinée contre son propre corps. Il attrapa donc un couteau et commença à se le planter violemment à plusieurs reprises, jusqu'à ce que toute cette douleur et une forte fatigue ne le fassent s'écrouler et perdre connaissance. Ce fut moi qui rouvris les yeux. J'étais complètement déboussolé. C'était comme si j'avais été privé de quelque chose qui était devenu habituel pour moi, comme un manque. Il me fallut un peu de temps pour retrouver mes esprits et faire mon ménage habituel. Heureusement, le village ne m'a pas fait de mal durant le temps où j'étais totalement perdu. Je pense que s'il m'avait torturé à ce moment, j'aurais sûrement fini dans un sale état. Tiens, en fait, je ne vous ai jamais dit ce que le village me faisait subir quand je lui résistais. Vu que ce chapitre est plutôt court, je vais vous le dire, même si c'est assez simple. Au début, je refusais d'obéir. Je ne voulais pas récupérer les corps. Je refusais de retourner dans ma cellule et j'essayais de m'enfuir. Et de fait, le village me faisait tout simplement revivre en boucle les pires horreurs, les derniers cauchemars des victimes qu'il avait capturées jusque-là. Et plus il y a eu de victimes, plus il pouvait me torturer de diverses manières. Si bien que rapidement j'ai fini par obéir. Et ce même quand je perdais l'esprit. J'agissais machinalement, comme si mon corps, si on peut l'appeler ainsi la forme astrale que je possède ici, du coup, c'est comme si mon corps savait ce qu'il attendait, si je ne faisais pas ce que je devais faire.
attendant, je sais ce que je vais devoir faire maintenant. Continuer mon journal. Je me demande si le village va recommencer à enlever des âmes quand je l'aurai terminé. Enfin, si le village attend de moi que je termine ce journal, autant faire ce qu'il souhaite. Ça m'évitera des souffrances inutiles. L'énergie. De tout temps, l'humanité a cherché divers moyens pour améliorer et optimiser son quotidien. Et au fil du temps, des solutions ont été trouvées pour réaliser ce désir. Nous avons utilisé la force de nos bras et de nos jambes, puis celle des bêtes, le feu, l'électricité, le vent, l'eau, le soleil. Et finalement, nous sommes arrivés jusqu'à une énergie un peu particulière, puissante, mais dangereuse. Utilisée de manière positive comme négative, faisant autant de bien que de mal. Le nucléaire. C'est sur ce sujet que va porter notre histoire lors de ce chapitre. Nous suivrons donc Rachel, qui souffrait de radiophobie, la phobie des radiations, et aussi entre autres des rayons X. Je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine. Je ne sais que ce que j'ai pu constater lors des différents cauchemars que j'ai vécus à travers les pauvres âmes capturées par le village. Et encore, vu que nous sommes dans un monde qu'on pourrait qualifier d'onirique, je pense que je dois peser les informations que j'apprends lors des cauchemars. Les règles du monde réel ne sont pas les mêmes ici. Enfin, commençons l'histoire avant que je ne commence à digresser. Notre chère Rachel se réveilla donc tout aussi amnésique que les âmes qui l'ont précédée, dans une salle remplie d'écrans et de machines recouvertes de multiples boutons et des leviers. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais elle savait qu'elle devait être dans une salle de contrôle. Elle se releva, elle vit qu'un des écrans était allumé, avec comme un enregistrement terminé. Elle appuya alors sur recommencer et là, elle vit plusieurs endroits où des gens couraient dans tous les sens, dans ce qui semblait être une usine ou une centrale. Les personnes dans l'enregistrement ressemblaient à des ouvriers pour la plupart, et d'autres à des bureaucrates, et certains avaient même des tenues anti-radiation. Mais tous semblaient paniqués, voire terrifiés. Et au bout d'un moment, les gens commencèrent à tomber. Ils semblaient souffrir de quelque chose. Quand une femme s'approcha de la caméra et cria, mais aucun son ne sortait de l'enregistrement. Néanmoins, on pouvait clairement voir qu'elle criait « à l'aide » ou « aidez-moi », alors que du sang commençait à s'échapper de son nez, ses yeux. Enfin, tout orifice de son visage semblait prompt à laisser sortir du sang. Et finalement, la femme s'écroula. Rachel arrêta l'enregistrement, horrifiée par ce qu'elle venait de voir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tous ces gens ont fini dans cet état? Moi, je vais bien. Alors, je dois être en sécurité ici. Mais je devrais fouiller un peu dans cette salle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Elle se mit alors à fouiller un peu partout dans la salle. Et elle découvrit qu'elle était dans une centrale nucléaire. Et visiblement, il y avait eu un problème. Mais lequel, ça c'était encore à découvrir. Elle trouva même une tenue anti-radiation, comme celle que certaines personnes de l'enregistrement portaient. Et après ses recherches, la jeune femme conclut qu'entre le moment où elle avait dû s'évanouir, le moment où elle avait repris conscience, et maintenant, beaucoup de temps avait dû s'écouler. Et donc, si des secours devaient venir, ils auraient déjà dû être là. Donc il ne restait qu'une option, si elle ne voulait pas mourir de faim et de soif dans cette pièce. Elle devait sortir de cette pièce et essayer de trouver la sortie de la centrale. Elle enfila alors la tenue anti-radiation qu'elle avait trouvée précédemment et sortit de la pièce. L'endroit où elle se retrouva en sortant était sombre et immense. Elle avait l'impression que chacun de ses pas résonnait. Et deux chemins s'offrirent à elle. À droite
ou à gauche. Elle prit quelques secondes à la réflexion, et après avoir choisi son chemin à la plouffe, elle avança prudemment sur le chemin de droite, en espérant ne pas finir dans le même état que les pauvres malheureux de l'enregistrement. Au bout d'un moment à se balader dans l'usine, en priant ne pas mourir, elle se rendit compte de quelque chose. Où étaient les corps? Il n'y avait ni corps, ni même une tache de sang, où qu'elle aille. Pourtant, dans l'enregistrement qu'elle avait vu, des gens étaient morts dans pas mal d'endroits de la centrale. Et là, au bout d'une passerelle, elle entendit un bruit. Elle regarda dans la direction d'où venait le bruit et de l'obscurité sortit une masse étrange qui bougeait lentement. Rachel ne bougea pas et essaya de mieux voir la chose qui se rapprochait. Mais une fois la créature bien en vue, Rachel fut tétanisée par ce qu'elle voyait. Et à mesure que la créature avançait, la jeune femme refusait d'accepter la vision qu'elle avait devant elle. C'était une masse de chair dont semblait suinter un liquide verdâtre et dont on pouvait presque distinguer une sorte de visage à son sommet. Si on pouvait appeler un visage la bouche béante qui laissait émaner le bruit qu'elle avait entendu, qui était en fait les râles de la chose, et le seul œil visible de la créature qui semblait dériver de tous les côtés, laissant juste comme une impression de profonde souffrance au milieu de ce tas de viande immonde. Et alors que la créature ne se trouvait plus qu'à quelques mètres, Rachel entendit comme une voix au fond d'elle, lui criant « Cours, fuis, sauve ta peau !» Et elle commença alors à courir pour échapper à son poursuivant. Soit dit en passant, pour la voix, même si je partageais les mêmes sentiments, je vous garantis que ce n'était pas moi. Rappelez-vous, je ne peux interagir avec les autres âmes. Reprenons. Rachel s'enfuyait devant la créature qui la suivait, lentement mais sûrement. Finalement, la jeune femme retourna dans l'immense zone où elle était arrivée en sortant de la salle de contrôle. Elle s'apprêtait d'ailleurs à y retourner quand elle se dit « Non, si j'y retourne, je serai coincée, et je n'aurai plus aucun moyen de lui échapper si la créature entre dans la pièce. Je dois continuer à avancer. » Et alors qu'elle avait pris sa décision, elle entendit les râles de la créature se rapprocher. Et Rachel fonça alors sur l'autre chemin qu'elle n'avait alors pas encore pris, en espérant ne pas tomber sur une autre de ces choses. Elle arriva au bout d'un moment dans un croisement et reprit son souffle en regardant les options qui s'offraient à elle. Trois chemins lui faisaient désormais face, à droite, à gauche et tout droit. Et alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité du couloir, elle lut sur l'un des murs le mot « sortie ». L'espoir se réveilla en elle. Mais la créature était toujours après elle. Ses râles se rapprochaient encore malgré le sprint qu'elle avait fait. Ni une ni deux, pas le temps de réfléchir, elle fonça tout droit direction la sortie, en priant que ce ne soit pas une quelconque tromperie. Et au bout d'une vingtaine de mètres, elle arriva en face d'une porte en métal renforcée, avec pour l'ouvrir une grosse manivelle en métal. Elle regarda brièvement derrière elle, et la créature se rapprochait peu à peu. Rachel commença alors à mettre toutes ses forces pour tourner la manivelle. Mais la petite manivelle tournait difficilement, et la créature se rapprochait de plus en plus. « Oh, allez, ouvre-toi, je t'en prie !» Dans un dernier effort, Rachel réussit à ouvrir la porte blindée, et alors qu'elle sortait de cet enfer et allait fermer la porte sur la créature, elle sentit une forte résistance. En effet, la chose avait bloqué son bras dans l'ouverture de la porte, empêchant sa fermeture. Et la créature bougeait frénétiquement son bras, se débattant, soit pour se libérer, soit pour ouvrir cette porte qui lui faisait obstacle. Dans tous les cas, dans sa frénésie, le bras de celle-ci s'abatta sur la tête de Rachel, qui essaya malgré tout de garder conscience et de fermer la porte. La jeune femme était désespérée. Comment se débarrasser de cette abomination? Soudain, par terre, elle vit une barre de fer presque à ses pieds. Redoublant d'efforts et de courage, elle rapprocha la barre de sorte à ce qu'elle puisse la prendre en main, et une fois cela fait,
elle enfonça l'objet de toutes ses forces dans le bras de la créature, qui rentra son bras et lâchant d'horribles bruits de douleur, et qui permit à Rachel de fermer la porte dans un ultime effort. Elle avait réussi. Elle était sortie. Mais elle avait mal au crâne. En y regardant mieux, son masque s'était brisé sous l'impact du bras de la créature, et du liquide verdâtre coulait sur les morceaux de verre brisés. De plus, en regardant devant elle, Rachel vit un endroit totalement dévasté. Et alors qu'un tourbillon de questions fusait dans son esprit, elle se sentait de plus en plus mal, et se sentait partir à mesure que sa vision se rougissait, et qu'une odeur et un goût de fer lui remplissaient le nez et la bouche. J'ai vraiment eu de l'espoir pour Rachel. J'ai vraiment cru et espéré qu'elle ait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Dans cet endroit, une seule personne a réussi à s'échapper. Du moins, je l'espère. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. En attendant, je continue de remplir ce journal, avec une certaine appréhension à chaque chapitre terminé pour ce qui m'attend lors de la conclusion de celui-ci. Mais vu que je n'ai rien d'autre à faire et que le village a l'air de me laisser tranquille, je vais continuer malgré tout. Je vais donc entamer le prochain chapitre sur la lettre en S. Pour celui-ci, j'ai une petite idée de ce que je vais y raconter. Pour les 3 prochains chapitres, nous allons voyager. Et nous commencerons notre voyage en dehors de notre chère planète bleue. Car la phobie que nous allons aborder aujourd'hui n'est nulle autre que la spacenophobie, commune avec l'astrophobie mais plus élargie. Il s'agit tout simplement de la peur de l'espace en général. Et pour une nouvelle fois, je ne vais pas respecter la règle que je m'étais fixée pour le nom des personnages de l'histoire. Car les noms que le village a donnés aux différents protagonistes de cette histoire-là sont relativement significatifs de qui ils sont. Et ils restent dans le thème de ce chapitre, donc cette fois, je leur laisserai les noms que le village leur aura donnés. Commençons sans plus tarder l'histoire, car j'ai beaucoup à raconter. Et pour commencer, je vais vous présenter les personnes présentes dans la station spatiale qui sera le lieu où se déroulent les événements. Commençons par la commandante, Aria. Elle est tout simplement celle qui dirige le groupe. Elle leur donne les ordres et instructions pour que tout se passe bien sur la station. Juste en dessous d'elle se trouve son copilote, Libra, qui sert en général de médiateur dans le groupe. Continuons avec le couple de la station, Virgo et Capri, les 2 mécanos, qui sont aussi doués l'un que l'autre dans leur domaine. Nous avons ensuite les personnes chargées de la sécurité, Thor, Léo et Sagitta, le trio de choc qui s'assure du respect des règles et du bien-être de chacun, puis l'équipe de recherche composée de Aqua, Jamie et de notre protagoniste du jour, Ice, qui font des recherches sur la vie extraterrestre. Et pour finir, les 2 passagers en visite, Scorpio et Cassie. Ils auraient gagné leur place à bord le temps de quelques jours en gagnant un prix ou quelque chose dans le genre. Enfin, maintenant que tous les acteurs sont là, commençons réellement. Ice se réveilla donc avec les souvenirs détraqués dans ce qui était visiblement sa chambre, et comme d'autres avant elle, ces souvenirs avaient été remplacés par d'autres. Résultat, pour elle, tout était normal. Elle prit sa douche et alla au réfectoire pour partager un petit déjeuner avec le reste du groupe de la station. Sur les lieux se trouvait notre couple, Virgo et Capri, ainsi que Sagitta, Aqua et le nouveau venu Scorpio. Hormis Scorpio, Paris connaissait bien tout le monde ici. Quand elle a été la petite dernière de l'équipe de recherche, Virgo et Capri avaient fait preuve d'une grande bienveillance envers elle, comme ils le faisaient en général avec tout le monde. Quant à Sagitta et Aqua,
Elles étaient devenues ses amies avec le temps. Pice était le genre de femme à ne pas oser aller vers les autres s'il ne lui adressait pas la parole. En revanche, quand elle tissait un lien avec quelqu'un, elle faisait tout pour entretenir ce lien. De fait, elle alla s'asseoir avec les autres et commença à prendre son petit déjeuner. Seul Scorpius était en retrait. Mais Pice pensa que les autres avaient déjà proposé au jeune homme de les rejoindre, et que celui-ci avait refusé poliment. Et c'est pendant que tout le monde déjeunait tranquillement en discutant de tout et de rien, que vint ce qu'on pourrait appeler un élément perturbateur. L'autre passagère, Cassie, avait débarqué en fanfare, son téléphone à la main, en parlant fort à son futur public, visiblement, pendant qu'elle se filmait. Je vous épargne les détails, mais visiblement son comportement n'avait pas plu à Sagitta, qui lui demanda de baisser d'un ton, car, dès le matin, certaines personnes n'aiment pas qu'on leur crie dans les oreilles, et de faire attention à ce qu'elle filmerait à l'avenir, car il y a des zones où elle pouvait et d'autres non. Et cela déclencha une dispute entre Cassie et Sagitta, où Cassie lui disait qu'elle n'avait d'ordre à recevoir de personne, et ainsi de suite. Je vous avoue qu'elles m'ont presque donné mal au crâne, et quand Virgo et Capri ont essayé de mettre fin à cette dispute, j'étais bien content. Mais visiblement, l'ouragan Cassie n'avait pas l'air de vouloir se terminer. Et quand Aqua a proposé à Pice de s'éclipser, vous n'imaginez pas la joie que j'ai ressentie. Finalement, après ça, la journée se passa plutôt bien, même si visiblement Cassie avait encore fait parler d'elle, et commençait déjà à gonfler plusieurs membres de l'équipage. Elle était partie se plaindre à la commandante de la façon dont l'équipage l'avait traitée ce matin. Et en bon leader, Arya avait pris le parti de Sagitta et des autres, en lui réexpliquant le règlement. Ce qui n'a bien sûr pas plu à la princesse Cassie. Et on était reparti pour un tour de manège. J'étais bien content que Pice ne soit pas sur les lieux à ce moment, et je pense que Pice aurait partagé mon ressenti. Quand ce qu'il considérait comme la fin de la journée arriva, tout le monde se rassembla pour manger ensemble et faire un rapport de la journée. Ensuite, ils allèrent tous se coucher. Bien évidemment, dans l'espace, le rythme jour-nuit est un peu différent, car le soleil peut se lever et donc se coucher plusieurs fois en 24 heures, selon leur point de vue. Et donc, un rythme de sommeil précis a été prévu pour leur santé, afin d'éviter le manque de sommeil, justement. Mais, durant leur sommeil, des chocs se firent ressentir dans toute la station, ce qui réveilla tout le monde, et les firent se réunir pour savoir ce qui venait de se passer. Au bout de quelques minutes, le groupe découvrit que des astéroïdes leur étaient rentrés dedans et avaient endommagé la station, coupant les communications avec la Terre et les autres stations au passage. Ce qui fit paniquer Cassie, qui se fit ignorer royalement par l'intégralité du groupe, jusqu'à ce qu'on lui demande de se calmer car elle les dérangeait. Et donc, Cassie s'en alla dans sa chambre au Furax, pendant que Virgo et Capri allèrent regarder et réparer les dégâts de la station, en demandant aux autres de rester dans le réfectoire au cas où il y aurait une brèche. 2 heures plus tard, Capri revint en disant qu'il n'avait trouvé aucune brèche à l'intérieur du vaisseau et qu'il faudrait juste attendre le retour de Virgo pour savoir si c'était bon à l'extérieur. Mais alors qu'il terminait sa phrase, Pice vit quelque chose qui provoquait en elle un mélange de profonde tristesse et d'horreur, à tel point qu'elle ne put dire un mot. Elle n'était pas la seule. Tout le groupe qui faisait face à Capri furent témoins de la chose qui se trouvait derrière le mécano en dehors du vaisseau. Quand Capri remarqua leurs expressions et où se dirigeait leur regard, il se retourna. Quelques instants plus tard, le cri de Capri, rempli de douleur et de tristesse, déchira le silence qui régnait alors dans la pièce. Il s'écroula, les larmes aux yeux, prononçant le nom de la femme désormais morte, qui était il y a encore quelques heures son épouse. En effet, Virgo se trouvait en dehors de la station, flottant dans le vide spatial.
ne tenant encore à l'appareil que par le câble qui l'y reliait, sans son casque. La commandante ordonna à ceux qui le pouvaient d'aller récupérer le corps. Thor, Sagitta et Léo furent les seuls à avoir réussi à garder un tant soit peu leur sang-froid, et ils allèrent donc récupérer le corps de la pauvre Virgo. Une fois cela fait, Capri prit sa défunte femme dans ses bras et la serra contre lui, empli d'un chagrin qui semblait interminable. Quant à Païs, les souvenirs qu'elle avait de Virgo défilaient dans sa tête, et les larmes lui montaient aux yeux. Finalement, le reste de la journée fut marqué par le deuil de Virgo, et par un constat quant aux dégâts que la station avait subis. Si à l'intérieur il n'y avait ni brèche ni souci technique, à l'extérieur il devait y avoir un problème, car les communications avec la Terre et toute autre station étaient encore coupées. Mais l'équipage ne voulait pas demander à Capri quoi que ce soit, après le drame qui venait de se passer. Surtout que l'homme dévasté s'était enfermé dans sa chambre depuis et refusait de se nourrir. Néanmoins, le lendemain, Païs, s'inquiétant pour Capri, elle décida de lui apporter à manger en compagnie d'Aqua et de Sagitta. Sans réponse. Les filles décidèrent alors de rentrer pour essayer de lui remonter le moral. Mais en ouvrant la porte, une nouvelle vision d'horreur s'offrait à leurs yeux. Capri était pendu dans sa chambre. Sagitta appela immédiatement la commandante, et le reste de l'équipage, à l'exception de Scorpio et de Cassie, vinrent se rassembler devant la chambre. Finalement, il fut conclu que Capri s'était suicidé à cause du chagrin dû à la perte de Virgo. Mais de fait, l'équipage était dans une situation délicate. 2 membres de l'équipage étaient morts, et par le plus grand des malheurs, c'étaient les mécanos. Ils étaient tous coincés et coupés du monde, en orbite autour de la Terre. Leur seul espoir, selon la commandante, se trouvait dans les options suivantes. Qu'une autre station remarque le problème, ou attendre le ravitaillement qui arriverait en fin de semaine. Il leur restait donc 4 jours à attendre. Et alors que tout le groupe repartait de la chambre de Capri, Sagitta décida de rester, pour enquêter un peu, dit-elle à Païs. Selon elle, les morts n'étaient peut-être pas ce qu'elles semblaient être. Païs dit alors à Sagitta de faire attention à elle, si c'était bien le cas, et repartit avec le reste du groupe. Elle avait confiance en Sagitta et son jugement. La jeune femme avait toujours eu un bon instinct, en plus de bonnes capacités athlétiques. C'était d'ailleurs pour ça qu'elle faisait partie de l'équipe de sécurité. Et donc, une autre journée, un autre deuil, et une autre ambiance maussade qui ne donna à personne l'envie de travailler. Et tout le monde s'enfermait dans sa chambre dépité par ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Le jour suivant, tout le monde avait triste mine au réfectoire, même Scorpio, qui avait visiblement appris pour Capri entre-temps, quand Païs arriva. Il ne manquait que 2 personnes à l'appel, Sagitta et Cassie. Païs commença à s'inquiéter, et son inquiétude empira quand elle demanda aux autres s'ils avaient vu Sagitta depuis hier, en ayant des réponses comme des « non » et des « pas vu », entre autres. Paniquée, elle demanda alors à tout le monde d'aller voir si Sagitta et Cassie allaient bien, et elle se précipita dans la chambre de Sagitta. Mais rien. Sagitta n'y était pas. Elle se dirigea alors vers la chambre de Capri, et là, pareil, rien. Si ce n'est une odeur. Une odeur de mort. Ça devait être les restes de l'odeur du cadavre de Capri, mais l'odeur pouvait-elle encore être aussi forte? De plus, ça semblait venir du conduit d'aération. Elle avança doucement et prit un objet pour s'éclairer dans la pénombre, et à mesure qu'elle avançait, l'odeur était de plus en plus forte, et la peur de ce qu'elle pouvait y trouver se renforçait. Elle ouvrit et regarda dans le conduit, et elle ressortit aussitôt sa tête pour vomir son petit déjeuner. Puis elle éclata en sanglots quand elle réalisa ce qu'elle venait de voir.
C'était Sagitta, ou plutôt son cadavre. Elle n'avait pas vu son visage, mais avait reconnu la tenue. De toute manière, vu l'état dans lequel le corps était, elle était presque contente de ne pas avoir vu le visage de sa pauvre amie. Que s'était-il passé? Qui aurait pu lui faire ça? Son cadavre avait été comme entassé dans le conduit. Et au bout de quelques minutes, le reste du groupe, accompagné cette fois de Cassie, la rejoignirent. Price expliqua aux autres ce qu'elle avait vu, et après avoir sorti le corps de Sagitta des conduits, tous décidèrent de faire une réunion pour discuter de ce qui s'était passé. Tout le monde était donc au réfectoire. Durant cette réunion, Price fit allusion à ce que Sagitta lui avait dit, que les morts de Virgo et Capri n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Ce qui causa un certain chahut. Certains membres du groupe commençaient à accuser les autres, les accusés se défendaient et d'autres encore se taisaient et observaient. Quant à Arya et Libra, ils essayaient tant bien de mal de calmer le jeu. Finalement, après des heures de discussion plus ou moins mouvementées, il fut décidé pour la sécurité de tous que chacun serait dispatché en groupe de 3. Les groupes furent tirés au sort et étaient composés de Arya, Cassie et Thor, Libra, Scorpio et Aqua, et enfin Price, Jamie et Léo. Price était un peu triste de ne pas être avec Aqua. Elle ne connaissait pas bien Léo, elle ne lui avait que très peu parlé. Il semblait néanmoins fiable. Quant à Jamie, elle travaillait avec lui, mais ne s'était jamais vraiment intéressée à lui. Elle était donc avec 2 personnes qu'elle ne connaissait pas bien, et ça l'inquiétait un peu. Mais elle n'avait pas très envie de rallumer les braises de la réunion enflammée de tout à l'heure. Alors elle fit avec. Ce n'était pas le moment de faire l'enfant. N'ayant toujours pas la tête à reprendre leurs activités, chaque groupe fut malgré tout tenu de patrouiller dans la station, au cas où un invité indésirable serait entré. Car selon la commandante et Libra, c'était une piste à ne pas écarter. Les groupes se mirent alors à patrouiller. À un moment, Jamie eut envie d'aller aux toilettes, mais il demanda à Léo et à Price de l'accompagner pour qu'ils ne soient pas séparés. Alors ils allèrent tous les 3 aux toilettes communes de la station. Chaque membre en avait une dans sa chambre, mais selon Jamie, il était plus prudent d'aller aux toilettes communes. Price le trouvait très prudent, et s'il n'y avait pas eu 3 morts, elle aurait même dit peut-être un peu trop. Aux toilettes communes se trouvait déjà Thor, qui était parti, lui, de son côté, ce que Léo lui fit remarquer pendant que Jamie fit ses affaires. Thor n'avait pas l'air plus inquiet que ça. Selon lui, en 5 ou 10 minutes, il ne se passerait rien. Une fois que Jamie sortit, le groupe raccompagna Thor vers le sien, qui se trouvait alors au réfectoire quand il les a quittés. Et en entrant dans la pièce, je pense que vous vous en doutez. Arya et Cassie étaient à terre. Léo et Thor inspectèrent les 2 femmes, et Arya était bien morte. Par contre, Cassie n'était qu'inconsciente. Le petit groupe alla alors chercher les autres, et une nouvelle réunion eut lieu, une fois Cassie réveillée. Ils lui demandèrent ce qui s'était passé, mais Cassie ne se rappelait de rien. Thor fit alors la réflexion. Quand j'y pense, tous ceux qui sont morts, c'est ceux avec qui tu t'étais pris la tête le premier jour, non? T'es en train de m'accuser, là? Et Arya, je l'ai tué pendant que j'étais dans les vapes? Qui nous dit que tu l'as pas tué et qu'ensuite tu t'es assommé pour faire genre tu t'es aussi fait agresser? J'en ai rencontré des On se calme, on se calme. C'est pas en nous accusant les uns les autres qu'on va arranger les choses. Et puis qu'est-ce que tu feras, Thor, si Cassie est bel et bien la tueuse? Tu vas l'éjecter de la station? Bah pourquoi pas, tiens. Thor se leva et attrapa Cassie comme un sac de patates, et partit en direction d'un sas. Tout le monde se leva et essaya de l'arrêter, mais le colossal Thor les repoussait comme si c'était des fétus de paille. Il finit par arriver jusqu'au sas où il jeta Cassie après avoir ouvert la première porte. Mais avant qu'il la referme, Jamie et Léo lui rentrèrent dedans avec force, ce qui le fit atterrir dans le sas. Et ils en profitèrent pour récupérer Cassie avant de refermer la porte. Derrière la porte, Thor tapait et hurlait de colère, ordonnant de lui ouvrir, et insistant sur le fait que c'était Cassie le danger, et pas lui. Mais Léo appuya sur le bouton et ouvrit la deuxième porte.
Le vide spatial aspirait Thor, qui essayait de s'accrocher à tout ce qu'il pouvait, mais il finit par manquer d'air et par être éjecté de l'appareil. Et alors qu'il dérivait dans le cosmos, Libra se mit à réprimander Léo en lui demandant pourquoi il avait fait ça. Et Léo lui rétorqua que Thor était devenu un danger pour le groupe et qu'il a donc agi en conséquence et assumerait toute responsabilité de ses actes. Libra ne sut quoi dire après ça et partit s'enfermer dans sa chambre furax, ignorant les avertissements de Pais qui lui disaient qu'il devait rester groupé. Mais chacun partit de son côté au final, et les groupes n'avaient plus aucune importance. Mais en elle, Pais avait tout de même peur, pour elle, pour les autres, mais surtout pour Aqua. Elle avait déjà perdu une amie et ne voulait pas perdre l'autre. Alors elle rattrapa Aqua, qui était partie pour retourner dans sa chambre, et lui proposa de rester ensemble à partir de maintenant. Au début, Aqua eut l'air un peu réticente, mais elle accepta malgré tout. Et elles passèrent donc le reste de la journée et de la nuit ensemble. Le lendemain matin, elles eurent toutes deux peur d'aller au réfectoire, de peur que quelqu'un d'autre ne se soit encore fait tuer. Mais elles y allèrent quand même. Et une fois arrivées, seuls Jamie et Léo s'y trouvaient. Pais leur demanda s'ils avaient vérifié si les autres allaient bien, et ils répondèrent tous deux non. Aqua et Pais se regardèrent alors toutes deux et pensèrent la même chose. Elles dirent à Léo et Jamie d'aller vérifier pour Libra, et elles iraient voir pour Scorpio. Elles foncèrent vers la chambre de Scorpio, et en y arrivant, elles avaient peur de ce qu'elles allaient trouver derrière la porte. Elles l'ouvrirent et... par terre, gisait le cadavre mutilé du jeune garçon. Elles s'attendaient à le voir mort et ne le connaissaient pas tant que ça, alors elles ne s'effondrèrent pas en le voyant. Mais l'état dans lequel il était, on aurait presque dit que c'était une bête qui l'avait attaqué. Alors qu'elles allaient repartir pour prévenir Léo et Jamie, elles les virent arriver en courant, leur annonçant la mort de Libra. Tous se regardèrent et tous semblaient être venus à la même conclusion. Ils partirent alors tous à la chambre de Cassie. Une fois arrivés, un sentiment partagé envahissait Pais. D'un côté, elle préférait voir Cassie morte que de réaliser que c'était elle la tueuse depuis le début. Mais d'un côté, si elle était morte, ça voudrait dire que l'une des personnes avec elle était le tueur. Elle ouvrit alors la porte et Cassie était là, sur son lit, à écouter de la musique, son casque sur les oreilles. Cassie les remarqua et retira son casque précipitamment et prit le premier objet à sa portée. C'est pas moi! Vu comment vous me regardez, il y a encore eu un mort. Et c'est pas moi! Cette fois, je me laisserai pas faire. Si vous voulez m'éjecter de la station... Léo approcha doucement de la jeune fille, en essayant de la calmer et de la rassurer. Tout va bien. On ne te veut pas de mal. Au contraire, on est venu pour voir si tout allait bien. Et on a trouvé qui était le tueur. Cassie sembla presque rassurée suite à ces paroles, et baissa le peigne qu'elle tenait comme une arme. Ah oui. C'était qui, du coup? Léo se mit face à elle et mit sa main sur son épaule. C'était moi. D'un coup, Léo se jeta sur elle, mais on aurait dit qu'il la mordait au niveau du cou. Cassie hurlait de douleur et se débattait. Puis, un bruit répugnant de chair arrachée se fit entendre. Et Léo se redressa sous des bruits de mastication presque animale. Dos à Pais, Aqua et Jamie. Le cadavre de Cassie tomba du lit, et on voyait que sa gorge avait été arrachée. Et alors que les filles allaient partir en courant, elles se sentirent poussées violemment en avant dans la pièce. Jamie ferma la porte, et après que Léo ait bruyamment avalé ce qu'il venait d'arracher à Cassie, il se retourna, du sang plein la bouche. Aqua était paralysée par la peur, et Pais savait qu'elles étaient condamnées. Aucune sortie, aucune vraie arme. C'était la fin. Alors, quitte à mourir... Qu'est-ce que vous êtes? Qu'avez-vous fait à Léo et Jamie? Et surtout, pourquoi vous vous en prenez à nous? Ça fait beaucoup de questions pour quelqu'un qui va bientôt mourir. Mais soit, amusons-nous un peu avant de festoyer. Qu'en penses-tu, Jamie? Dépêche-toi quand même.
Je veux du sang. D'accord, d'accord. Excusez mon ami, il est un peu à cran. Donc, je vais répondre à vos questions. Premièrement, nous sommes ce que vous appelez des extraterrestres. Nous sommes une espèce parasite qui se sert d'hôtes pour chasser et nous nourrir. Deuxième question. Vos deux amis sont morts et nous nous servons actuellement de leur corps pour faciliter nos déplacements et nos interactions avec nos proies. Et troisième question. Pour nous nourrir et surtout pour nous amuser. Nous sommes des chasseurs, des prédateurs, mais surtout des tueurs. Ça nous amuse de jouer avec nos proies avant de les tuer. Est-ce que ça vous suffit? Paris n'en croyait pas ses oreilles. Tout ça semblait inimaginable. Mais elle se posait une dernière question. Depuis combien de temps vous êtes parmi nous? La créature à l'apparence de Jamie semblait prête à se jeter sur elle, quand celle qui avait l'apparence de Léo lui fit signe de s'arrêter. Un peu de patience, mon ami. Nous arrivons à la partie la plus amusante. Nous sommes là depuis l'accident avec les astéroïdes. Nous étions dans un de ceux qui a heurté votre appareil et nous avons attendu une occasion de nous introduire. Nous n'avons pas attendu longtemps car une des vôtres est sortie pour vérifier les dégâts. Et comme ça ne nous arrangeait pas, nous l'avons tuée. Et nous nous sommes cachés dans sa combinaison. Vous avez juste posé le corps dans une pièce sans prendre le temps de la lui retirer ou de la fouiller. À cause du chagrin, j'imagine. Mais nous en avons profité pour sortir de notre cachette et utiliser les conduits d'aération pour nous déplacer. Nous avons trouvé les corps de Léo et Jamie et ils nous ont convenu. Nous avons donc décidé de tuer leur propriétaire de base et nous en avons pris le contrôle. Ensuite, nous avons fait rejoindre à ce pauvre malheureux qui broyait du noir sa compagne. Ne séparons pas plus longtemps un couple. Puis, quand l'autre fouineuse a commencé à enquêter, nous avons un peu paniqué et nous l'avons supprimé. À ce moment, j'ai bien cru que c'en était fini de nous. Mais vous étiez vous-même en train de vous entre-déchirer à cause de ça. Quelle bande d'idiots! Nous avons ensuite décidé de tuer votre capitaine, pour fragiliser un peu plus votre groupe. Pour ce faire, quand nous sommes allés aux toilettes tous ensemble, mon cher ami est sorti du corps de Jamie et a utilisé les conduits pour aller jusqu'au réfectoire, pendant que moi, j'occupais le gros balèze et jouais mon rôle. Il a ensuite attaqué Cassie et a pris le contrôle de son corps sans la tuer. Ne gâchons pas une coupable potentielle après tout. Et il a tué Aria. Attendez. Jusque-là, toutes vos victimes étaient liées à une dispute dont Cassie était liée, avant les astéroïdes. Comment le saviez-vous? Eh bien... beaucoup de chance. Mais ça nous a permis d'éliminer le gros balèze avant qu'il devienne un problème. Quand j'y pense, j'aurais peut-être dû prendre son corps à lui. Mais bon, tant pis. Enfin, après la dispute, vous vous êtes séparés, nous nous sommes dit que nous pourrions jouer encore un peu avant de tous vous tuer. Et donc, nous avons tué les deux hommes qui restaient et... vous connaissez la suite. Paris et Aqua ne savaient quoi dire. Elles étaient à mi-stupéfaites, mi-mortes de peur. Maintenant que les questions sont finies, je pense qu'il est temps de... festoyer. Soudain, un sourire terrifiant se forma sur le visage des deux choses, qui les prenaient en tenaille. Et des choses semblables à des tentacules noirs sortirent de leurs yeux. Je vais clôturer cette histoire là-dessus. Déjà car le chapitre est déjà assez long, et parce que ce qu'elles ont subi c'était animal et violent. Aussi, je vais me permettre de ne pas m'étendre plus et terminer ce chapitre là-dessus. De fait, nous continuerons le voyage avec le prochain chapitre, hanté. Au dernier chapitre, je vous avais dit que nous allions voyager. La dernière fois, nous sommes allés dans l'espace,
Dans ce chapitre, nous retournerons sur Terre, ou plutôt sur les océans. Car en effet, je vais vous parler de la thalassophobie, ou peur de la mer et des océans. Et la personne que nous allons suivre lors de cette histoire se nommera Talia. Sans perdre plus de temps en élucubration, commençons donc son histoire. Le réveil de Talia fut accompagné par un mal de crâne, et comme je l'ai ressenti en entrant dans son esprit, ce n'était pas ma faute. Elle était allongée sur ce qui semblait être un lit d'hôpital, quand elle entendit... Ah, vous êtes réveillé. Bien. Talia regarda dans la direction de la personne qui venait de parler, et vit que c'était un homme. Il portait une sorte de tenue de ce qui semblait être une tenue d'infirmier. Alors, comment vous sentez-vous? J'ai un peu mal à la tête. Mais excusez-moi. Où je suis exactement? Je vois. Vous êtes à bord du bateau de croisière, le Lucky Road. Vous avez eu un petit accident et vous avez perdu connaissance suite à celui-ci. Vous êtes donc dans le centre médical du navire. Et visiblement, vous souffrez d'une perte de mémoire. Je vais donc devoir vous faire quelques tests et exercices pour vérifier si vous allez bien. Un petit accident? Oui. Vous étiez à côté de la piscine du bateau. Quelqu'un vous aurait bousculé et vous auriez glissé dans la piscine en vous cognant la tête sur le rebord au passage. Le personnel du navire vous a récupéré, sorti de l'eau, et on vous a amené directement au centre médical. Ah, d'accord. Talia resta quelques heures dans le centre médical à faire des tests et des exercices, avec le constat du médecin de bord qu'elle ne courait aucun danger, qu'elle aurait besoin de repos et de temps, et que le lendemain, elle pourrait sortir du centre et retourner à sa croisière. Elle resta donc jusqu'au lendemain à se reposer dans le centre médical avec tout un tas de questions en tête. Et le lendemain matin, quand le médecin de bord lui donna l'autorisation, elle put enfin sortir du centre médical. Elle put donc vagabonder ici et là sur le bateau, mais à chaque fois qu'elle s'approchait un tant soit peu de la piscine sur le bateau ou qu'elle regardait l'océan, les battements de son cœur s'accéléraient et elle était prise de vertige et de sueur froide. Et elle avait l'impression qu'elle avait du mal à respirer, comme si elle se noyait rien qu'à voir l'eau. Finalement, après avoir regagné sa cabine avec les indications du personnel de bord, elle resta tout le reste de la journée à l'intérieur de celle-ci à essayer de se reposer, en se disant que cette croisière allait être un véritable calvaire si elle ne pouvait même plus sortir de sa cabine. Une nouvelle nuit passa, et vu que ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas pris de douche, elle décida d'en prendre une. Mais dès qu'elle alluma l'eau et que celle-ci toucha son visage, elle eut à nouveau du mal à respirer, et elle s'écroula dans la douche, en essayant de s'extirper de celle-ci. Une fois sortie de la douche, elle se mit en boule et commença à pleurer. Si même prendre une simple douche était devenu une épreuve, c'est sa vie qui allait être un véritable calvaire. Elle resta plusieurs longues minutes à sangloter dans la salle de bain sous les bruits d'eau qui coulent avant de réussir à se calmer et à se relever doucement pour fermer l'eau. Elle alla ensuite s'allonger à nouveau sur son lit. Elle était complètement déprimée. Son accident l'avait visiblement bien affectée, et tout contact visuel ou physique avec de l'eau, sauf pour la boire, lui provoquait des crises. Comment allait-elle vivre ainsi? Elle ferma alors les yeux et se mit à dormir. Durant la nuit, quelque chose la réveilla. Le bateau semblait s'agiter et des cris se faisaient entendre en dehors de la chambre. Elle s'habilla en vitesse alors que le bateau tanguait de gauche à droite et sortit pour voir ce qui se passait. Les gens couraient dans tous les sens en criant et paniquant. Talia essaya de demander ce qui se passait, mais sans réponse, quand soudain elle se sentit emportée dans le torrent de personnes qui se précipitaient en direction de l'extérieur. Et alors que, durant les premières secondes, elle essayait de sortir de là, finalement elle abandonna vite en voyant que c'était une perte de temps et que les gens l'emportaient dans leur avancée. Elle finit alors au bout d'un moment sur le pont du bateau. La mer semblait déchaînée.
De grosses vagues venaient frapper violemment le navire qui ballottait de gauche à droite. Ça devait être une tempête, et visiblement, le personnel du navire était en train d'évacuer les passagers sur les canots de sauvetage. La situation devait être grave, et sans vraiment réfléchir, Talia a suivi le mouvement de foule et se précipita elle aussi pour avoir une embarcation. En atteignant un canot, elle vit que les matelots avaient du mal à les garder stables au vu des mouvements du bateau et des vagues qui le frappaient. Et à l'idée d'être au milieu de toute cette eau, Talia se sentait mal. Mais ce n'était pas le moment. Soit elle embarquait maintenant, soit elle subirait le même destin que celui du navire. Elle prit alors une grande respiration et monta d'un coup sec dans l'embarcation. Mais dès l'instant où elle fut dedans, un grand choc secoua le navire, comme s'il était rentré dans quelque chose. Et les matelots lâchèrent les cordages, ce qui, en plus du choc, fit lâcher ce qui retenait le canot. Et il tomba, avec Talia dedans, sur les eaux déchaînées. La jeune femme ferma les yeux et se cramponna à tout ce qu'elle put, alors que le canot dérivait de plus en plus loin du navire. Et finalement, au bout de quelques petites minutes, le canot arrêta de tanguer. Talia rouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Au loin, elle voyait le bateau de croisière, encore entouré d'une mer qui l'attaquait sauvagement. Et c'est là que notre chère Talia prit conscience de quelque chose. La mer autour d'elle semblait plus calme qu'autour du navire, et surtout, il n'y avait aucune tempête. C'est comme si l'océan attaquait lui-même le navire. Et alors que Talia était plongée dans ses pensées, un grand bruit de fracas vint la sortir de ses songes. Ça venait du bateau. La coque s'était déformée de façon étrange, comme si quelque chose était rentré dans la coque. Et quelques secondes après, le navire se mit à couler. Talia n'en croyait pas ses yeux. C'était en même temps impressionnant et terrifiant. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Et alors que le navire disparaissait dans les eaux sombres de la nuit, le calme revint peu à peu. Mais ce n'était pas un calme rassurant. C'était plutôt un calme froid et inquiétant. Après tout, Talia était seule, au milieu de nulle part, entourée d'une mer obscure dont on ne discernait même pas l'horizon. Seule la lumière de la lune l'éclairait un tant soit peu. Puis elle entendit quelque chose, des bruits au loin. En y regardant de plus près, des gens avaient réussi à quitter le navire et avaient eux aussi embarqué sur des canaux qui formaient comme de très légères sources de lumière au loin. Mais c'était étrange. On aurait dit que les bruits ressemblaient à des cris, et les sources de lumière disparaissaient une à une. Que se passe-t-il encore, pensa Talia. Finalement, les lumières des embarcations finirent toutes par s'éteindre, en même temps que les cris, et le sombre calme revint. Talia se sentait de plus en plus mal. La nuit, ce calme terrifiant, simplement brisé par le bruit des vagues autour d'elle, le fait de savoir qu'elle était entourée des eaux les plus profondes de la terre, ce qui était arrivé au bateau et au canot, elle commençait à avoir une crise, mais essayait de garder son calme malgré tout. Et au bout de quelques minutes, le canot fit un mouvement brusque sur le côté, puis un autre, et l'eau tout autour du canot commençait à remuer de manière étrange. Talia essaya tant bien que mal de se calmer et d'observer ce qui se passait, et il y avait quelque chose qui tournait autour du canot, et la chose devait être énorme au vu des vagues que ça formait dans son sillage. Puis, plus rien. À nouveau ce calme pesant, puis un bruit venant de derrière, un fort bruit d'eau qui coule. Talia regarda derrière elle, et même si elle avait du mal à voir, c'était gigantesque. Une énorme chose avait émergé de l'eau. Puis quelque chose résonna au fond de la jeune femme, comme un cri, un instinct qui lui hurlait de sauter du canot. Ce qu'elle fit sans réfléchir, alors que la chose venait de s'écraser sur l'embarcation qui ne fit pas long feu. Talia se retrouva alors au beau milieu de l'océan, paniquée, à essayer de nager. Mais
Sa respiration était lourde, et la panique accumulée de ce qui lui arrivait et de sa crise ne l'aidait pas à nager correctement. Et au bout d'un moment, elle sentit quelque chose l'attraper et la tirer dans l'eau. Elle s'enfonçait de plus en plus dans les abysses, à mesure que la chose l'écrasait dans son étreinte qui enroulait presque tout son corps. L'air s'échappait de ses poumons et sa conscience s'évanouissait peu à peu, jusqu'à s'éteindre. Au moins, j'ai pu faire du bateau pour récupérer le corps. Elle flottait à la surface de l'eau quand je l'ai récupérée. Et en soi, je comprends cette peur. Les fonds marins peuvent être bien mystérieux et recèlent sûrement bien des dangers. Aussi, ce n'est jamais agréable la sensation de noyade. Et ça doit marquer quand on le vit et qu'on en survit. Et donc, le prochain voyage se passera dans la phobie en U. Je n'aurai qu'une chose à dire. Attachez vos ceintures.